Je vous salue tous. Je vous dis que je suis impressionné, vos personnalités les uns les autres. Je reconnais beaucoup de visages amis, connus. Ça m'impressionne et ça m'oblige. Je retrouve des jeunes visages, des étudiants qui incarnent le futur de notre pays, de notre agriculture. Et on a une petite demi-heure pour échanger avec vous. C'est un immense privilège. Je voulais vous le dire très simplement. Vous savez, rien n'était écrit et il n'était pas évident que je sois présent, vu ma famille politique, aujourd'hui, que je continue à travailler sur ces tâches. Et j'avais eu vraiment le souci en juin, avec un certain sens de la réalité. Vous savez que j'étais paysan avant, ça, certains disent qu'il y a un bon sens, en tout cas il y a un sens des réalités. J'avais bien rangé mes affaires et veillé à ce que tout soit bien transmis à ceux qui me succéderaient. Je ne pensais pas reprendre le fil de ces combats à vos côtés. Et à chaque fois, je ressens une certaine émotion à celui d'avoir été un rescapé de l'ancien monde et d'être pouvoir peut-être contribuer à être parmi les éclaireurs de ce nouveau monde qui nous réunit aujourd'hui, celui de l'innovation technique, sociale, scientifique et environnementale. Alors, quelques mots sur un parcours, puisque j'ai compris que le temps qui m'était donné était celui d'une sorte de carte blanche et sur les contextes philosophico-politiques qui président à vos travaux. Je n'aurai pas l'outrecuidance d'aller sur le terrain technologique ou scientifique, d'écrire les micros, les macro-organismes, les éléments chimiques qui président à vos travaux, etc. Tout ça vous appartient, il est dans un autre registre. Il m'appartient plutôt de commenter et de vous dire pourquoi il y a aujourd'hui un alignement des astres qui fait que c'est le moment de relever vos défis et qu'ils sont dans les champs du possible. Alors peut-être un parcours personnel, je l'ai dit, j'ai d'abord été paysan avant d'être élu d'un territoire rural et urbain en pleine mutation, mutation industrielle, mutation de ses services publics et de son environnement, dans un territoire où défricher le passé industriel, défricher des coteaux abandonnés pour replanter de la vigne, installer des jeunes agriculteurs a été mon action politique en dehors de la ferme et à côté de la ferme pendant les premières années de mon engagement, avant que je ne sois appelé à l'Assemblée nationale en 2012 et que je reprenne le fil des métiers et des savoirs qui étaient les miens, acquis au lycée agricole, acquis dans les groupes de développement et acquis dans l'expérience des communautés de communes et des schémas de cohérence territoriaux dans lesquels j'avais été investi pendant une dizaine d'années. Euh, le ministre de l'Agriculture, à l'époque, m'a invité à faire un travail autour du plan Ecofito 1, qu'on appelle désormais 1, puisqu'on a bâti le 2. Ce plan Ecofito, dont je présidais le conseil de surveillance, a été pour moi une extraordinaire opportunité finalement de rentrer dans le débat agricole et d'en rentrer dans ce que, à l'époque, Stéphane Le Foll avait commencé à baptiser l'agroécologie. J'ai toujours pensé que la phytopharmacie était finalement l'indicateur de réussite majeure de toute politique d'agroécologie. Elle n'en est pas l'alpha et l'oméga, mais elle est l'indicateur de sa réussite. Et j'ai toujours plaidé pour que, sur les questions de phytopharmacie, on prenne plutôt un grand angle, un angle large, et qu'on s'occupe plutôt des conditions macroéconomiques et systémiques plutôt que des solutions technologiques, autrement dit qu'on ne mélange pas l'essentiel et l'accessoire. Je me suis donc, au bout d'un an de présidence de cette commission Ecofito, le gouvernement m'a demandé de réaliser une évaluation. Elle était exigée par l'Europe. Vous savez qu'on est dans l'application des directives européennes et qu'au bout de 5 ans, il y avait une évaluation. Et l'audace, à l'époque, a été pour la ministre de l'Environnement, de la Santé et de l'Agriculture de confier ça à un parlementaire, donc avec la part de liberté qui était la mienne. Parallèlement, je me suis engagé, vous le savez, sur les questions de foncier. Je pense avoir été un de ceux qui étaient pionniers dans le fait de mettre au cœur du débat politique les questions d'avenir de la régulation du foncier dans notre pays. Et ce combat continue. Et puis, avec la Fondation Jean Jaurès et d'autres cercles que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, je me suis investi dans les questions de mondialisation à travers la régulation des multinationales et des applications en matière agricole sur le commerce juste et les questions de mondialisation et de souveraineté alimentaire. J'ai notamment organisé un colloque qui s'appelle Nourrir la Terre et qui doit faire l'objet d'une publication prochaine par la même fondation Jean Jaurès. Voilà. Voilà un petit peu mon parcours en 2012 qui se traduit par un rapport au Premier ministre et qui propose un plan Ecofito 2 dont vous connaissez bien les lignes. Et j'aime le redire ici, nous terminons sur un sentiment d'insatisfaction, puisque à la fois la crise agricole, certains mouvements
de résistance à ce plan Ecophyto 2 vont faire que sa mise en application, alors que le rapport est produit début 2015, ne verra quasiment pas le jour. Les grandes lignes de ce rapport qui propose un parcours en 2 temps, une réduction à moins 25% sur des logiques d'optimisation et de mobilisation de solutions technico-économiques accessibles à court terme, donc dans un horizon de 5 ans, et un autre de réforme plus structurelle pour atteindre une perspective de moins 50% à l'horizon de 2025, vont échouer sur une incapacité à mettre en œuvre rapidement. Je vais pas identifier les acteurs, vous les connaissez tous, vous êtes tous des experts, mais vous savez qu'une partie de la profession agricole, une partie de l'agroalimentaire, une partie de l'agro-industrie s'oppose à ce rapport et à l'occasion de la crise agricole obtient des ralentissements multiples. Je parle des recours au Conseil d'État, je parle des oppositions parfois qui se sont manifestées dans la rue. Bref, ce rapport n'est pas mis en œuvre. Les temps politiques et la forme de la majorité à l'époque n'aident pas non plus à trouver l'autorité pour mettre en œuvre dans les temps requis ce rapport. Et je le dis à chaque fois, Ecophyto 2 est en devenir, à la fois dans sa forme, je le pense, édulcorée qu'on avait retenu le gouvernement dans sa mise en œuvre, et même cette forme édulcorée est peu mise en œuvre sur le terrain. Quelques intuitions sont évoquées, mais on sent qu'il n'y a plus de management politique, il n'y a plus d'autorité, et ce plan est toujours en devenir. Alors ceux qui disent l'évaluation d'Ecophyto 1 est faite, et 2 est en devenir aujourd'hui. Bon. Arrive 2017, nous avons, outre Ecophyto, participé à la naissance des plans alimentaires territoriaux. Nous avons, avec Guillaume Garot, engagé la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons ouvert des chantiers nouveaux en matière de régulation de la PAC et de groupement d'intérêt écologique. L'agroécologie est rentrée désormais dans la culture générale de notre pays. Mais tout ça n'a pas été porté et raconté. Je fais partie de ceux qui ont terminé le mandat précédent avec cette immense frustration d'avoir eu le sentiment d'avoir posé des briques, d'avoir posé des jalons, d'avoir posé quelques actes, mais que tout ça n'ait pas été porté par un récit commun et un récit capable de réconcilier notre pays avec son agriculture, l'agriculture avec l'alimentation, l'alimentation avec les citoyens, etc. Et quand, sur inspiration, je crois, de Nicolas Hulot, le président de la République reprend l'idée des stages généraux de l'alimentation, j'ai à la fois un très grand bonheur, parce que je me dis, voilà, enfin, on va pouvoir reparler agriculture à partir de la nourriture et de l'alimentation. On va pouvoir faire le récit et la synthèse de tout ce qui a été posé avant. Et puis je suis un petit peu amer, parce que je me dis, on aurait pu le faire avant. Les premiers ministres, le président de la République auraient pu porter tous ces éléments décisifs qui ont été des ruptures entre 2012 et 2017, qui n'ont pas été racontés, qui n'ont pas été portés au meilleur niveau. Bref, le récit est engagé, il l'est, je crois, plutôt brillamment, et les stages généraux se déploient à travers ces 14 ateliers que vous connaissez. Un premier chantier qui porte sur la chaîne des valeurs et la juste répartition de la valeur, et un deuxième qui ouvre les chantiers autour de la nourriture, du rapport à la citoyenneté, à la santé publique, à l'environnement et aux questions sociétales de façon plus large. À ma surprise, une certaine surprise, Nicolas Hulot et Stéphane Travers, peu importe, j'ai été appelé à présider un de ces ateliers. On n'était pas nombreux comme parlementaires, je crois qu'on était 2 ou 3 à avoir fait le job. 3, il y a eu François-Michel Lambert, Guillaume Garot et moi. Je vais le faire avec Sophie Primat, qui entre-temps est devenue présidente de la commission d'affaires économiques au Sénat. Je me suis retrouvé tout seul donc à piloter un des chantiers dont on m'avait dit ça, Dominique, c'est pour toi parce que c'est vraiment le chantier casse-gueule au possible. Et à Ecophyto, tu avais plutôt réussi à trouver un chemin de conciliation qui s'est fait parfois dans la rudesse, dans la négociation, mais c'est vrai qu'Ecophyto, c'était quand même 200 rencontres, 80 organismes rencontrés, du bilatéral avec quasiment tous les partenaires, et à la fin, des propositions qui, pour 90%, avaient fait l'unanimité. Donc il y avait une sorte de dire, il y a un chemin qui est possible sur les phytos, est-ce qu'on peut le faire sur la question qui est posée dans l'atelier qui m'est confié, qui est quelles sont les conditions de production, alors j'ai plus le titre exact, si j'ai des pompes, réussir la transition écologique et solidaire de l'agriculture en promouvant une alimentation durable. Alors, vous savez que beaucoup d'autres chantiers sont sur des sujets qui sont autour de l'agriculture, mais qui ne parlent pas de l'acte de production lui-même. Là, c'est l'atelier 11, c'est celui qui va parler de l'acte de production, et cet atelier est tangenté par de multiples débats sociétaux qui animent notre pays. C'est
le calendrier de cet atelier où, bien sûr, le ministère de l'Agriculture a sa propre vision, le ministère de l'Écologie a la sienne. Il va falloir que, pour les mettre d'accord, j'impose celle du président de l'atelier, une voie nouvelle, une voie innovante qui évite, à mon sens, les écueils proposés par les deux ministères initialement. Il va falloir que nous trouvions les moyens de sauter par-dessus tous les obstacles que sont le débat sur le néonicotinoïdes qui n'est pas réglé, celui sur le glyphosate qui va être comme un feuilleton tout au long de nos travaux, et celui bien sûr du Haut Commissariat je cherche son nom, aux biotechnologies, c'est HCB, c'est ça? Le HCB qui va rendre son rapport sur OGM, pas OGM, sur les nouvelles technologies du végétal. Donc je dis ça, il y en a eu d'autres, hein, mais on est au cœur de toutes ces controverses et de ces polémiques au moment où l'atelier s'ouvre et où on me confie son animation. Et je vais vous dire que mon bonheur, ça a été, et je le dis, puisqu'il y a quelques personnes qui en ont participé, nous avons eu 33 heures de débat. Il y avait près de 70 personnes autour de la table. Il y avait des ennemis depuis 2 générations. Et il y avait la diversité de notre société et de tous ceux qui tournent autour des enjeux agricoles, de l'alimentation et de l'environnement. Et je dois dire que ces 33 heures, j'en suis sorti avec certes un peu de fatigue, mais une immense joie, celle de dire que lorsque nous nous élevions à la hauteur des défis, lorsque nous étions capables de nous écouter, il y avait des chemins de réconciliation et des chemins de progrès possibles qui pouvaient rassembler les Français, en tout cas les parties prenantes qui étaient réunies là. Et je vais le dire avec beaucoup de force, ça a été pour moi un véritable bonheur. Cet atelier qui était promis à un certain désastre et à une guerre de tranchées, et finalement était un des ateliers qui a peut-être le plus, je fais partie des 3 ou 4 qui ont ouvert le plus de champs nouveaux, de perspectives nouvelles, d'audace. Et je crois que tout le monde en est sorti avec une certaine fierté, un certain bonheur. Alors, je pourrais vous dire que je reprends une mission sur le foncier comme rapporteur pour préparer une nouvelle loi foncière, que je n'ai pas abandonné sur les débats sur la mondialisation, et que je vais, pendant les 4-5 ans qui viennent, à des degrés de responsabilité qui ne m'appartiennent pas de décider, ça appartient à d'autres, continuer ces combats-là, en tout cas comme parlementaire, de la façon la plus constructive possible. Ce qui m'a plu au moment de vous parler aujourd'hui, c'est de relire dans le train ce matin quelques notes qui étaient celles de l'introduction du rapport sur Ecophyto, et puis de voir comment, quelques années après, l'évolution et la mutation qui s'est faite. Alors, je vous rappelle écrire dans l'introduction du plan Ecophyto, c'est 200 pages, hein, je vais vous les épargner, et puis vous les téléchargerez, vous les connaissez par cœur. Nous sommes donc invités à changer de paradigme. La nature produit des pestes qu'il est légitime de combattre pour vivre, mais il serait absurde que ce combat se retourne contre nous en détruisant les conditions mêmes de la vie. Au concept de nature sacralisée dans un Éden improbable, ou à contrario instrumentalisé à courte vue. C'est un peu jésuite, hein, ça fait allusion à des choses terribles, mais c'est dit de manière jolie. Hein, bon. Donc, au concept de nature, c'est vrai, c'est une manière de dédiaboliser les choses que de les dire en les emballant un peu comme ça. Bon, donc, je renonce pas, je renie pas ce que j'ai écrit à l'époque, et ça fait toujours allusion aux mêmes controverses, mais au concept de nature sacralisée dans un Éden improbable, ou à contrario instrumentalisé à courte vue, nous préférons ici celui d'une nature alliée. Et je n'ai pas changé de concept et de fil conducteur sur cette idée de la nature alliée. Je leur disais que les mérites du premier plan Ecophyto sont admis par tous. Sensibilisation, je ne fais pas partie de ceux qui ont renié le travail fondateur qui a été fait, même s'il n'a pas produit les résultats attendus. Nous pouvons penser qu'il y aurait eu une régression s'il n'avait pas eu lieu et qu'il porte en lui les promesses des changements à venir. Donc je ne l'ai pas renié, mais nous avons tous vu les limites de ce premier plan. Nous avons analysé le fait qu'il n'est pas porté sur les leviers les plus déterminants. Mais au chapitre des causes, je pointais que nous devons également partager une intuition forte, si elle est difficile à objectiver. Le plan Ecophyto a été bâti sur un consensus fragile. Un consensus fragile parce qu'il y a 2 questions sur lesquelles, en permanence, il y avait ce qu'on peut appeler un faux consensus. La première question, c'était est-ce que les objectifs du plan sont compatibles avec la compétitivité des entreprises agricoles ? Nous n'étions pas d'accord en 2008 et encore en 2012 sur cette question-là. Et la deuxième question qui est terrible, c'est sa mise en œuvre. S'inscrit-elle dans une trajectoire propre à nourrir 10 milliards de personnes en 2050 ? Je crois que profondément, si on n'est pas d'accord sur ces 2 questions,
Est-ce qu'il y a une performance économique, une compétitivité de l'entreprise agricole, au sens de l'exploitation, dans la diversité de ses formes, de ses tailles et de ses ambiances? Est-ce qu'elle est compatible avec cette mutation de la fin de la dépendance et de la fin de la course à l'armement chimique, ce que j'appelle la course à l'armement chimique, et la fin de la dépendance aux solutions de la phytopharmacie traditionnelle, avec une véritable compétitivité? Deux, est-ce que nous sommes, sur le plan éthique, capables de nourrir le monde avec ce type d'agriculture, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie? Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est en relisant finalement les conclusions des États généraux de l'atelier 11, qui ne sont pas ma pensée, mais le fruit d'une pensée collective d'ONG environnementales, de mouvements syndicaux très divers, de l'agro-industrie, du mouvement coopératif, du monde syndical, de toute la diversité. Nous apportons des réponses à ces questions-là. Et nous avons aujourd'hui, et je le dis vraiment avec, comme une bonne nouvelle à partager avec vous aujourd'hui dans ce colloque de l'IBMA, dans ce colloque qui veut porter haut la chance et la promesse que représente le biocontrôle pour le XXIe siècle. Aujourd'hui, nous pouvons répondre qu'un consensus, un quasi-consensus, s'est établi sur ces questions-là et qu'une véritable réconciliation est possible. Oui, nous avons vérifié tant par les résultats des fermes défis dans Ecophyto, mais également dans le récit singulier d'expériences pionnières, dans les découvertes de l'INRA, dans les travaux de l'INRA, dans tous les travaux de mesure qui ont été faits, que l'agroécologie, dans son acception actuelle, est parfaitement compatible avec la compétitivité des entreprises, qu'elle en est même une des conditions, en termes de résilience, en termes d'économie de charge, bien sûr, en moindre dépendance aux aléas, ce que j'appelais la résilience, mais également en rencontre possible avec un marché, et au-delà des marchés de niche, avec un marché du futur, celle d'une nourriture que j'appelle de toutes les qualités, c'est-à-dire capable de répondre à la fois à des aménités positives sur son environnement, à l'attente d'une population plus nombreuse et qui mangera autrement, et à cette attente très forte d'une alimentation qui contribue en amont à résoudre les problèmes de santé par sa qualité et sa diversité. Voilà pourquoi, première question, elle est là. La deuxième question, elle était sur celle de est-ce que ce mode d'agriculture, est-ce que ce type d'agriculture est compatible avec le fait de nourrir le monde? Et là, je voudrais rendre hommage à un travail qui a été fait par le CIRAD, par l'INRA, avec de très nombreux partenaires internationaux, qui est trop peu connu. Et je pense qu'on ne peut pas sérieusement aborder les questions agricoles aujourd'hui si nous ne prenons pas connaissance de ce travail de prospective qui a été fait. Alors, je m'en mêle parfois les pinceaux pour bien le nommer. Christian va m'aider, c'est Agrimonde. Agrimonde Terra, je mélange, je dis Terra, Agrimonde, machin, c'est Agrimonde Terra. Vous recherchez ça, vous trouvez des travaux et ils répondent, ils disent à quelles conditions on peut nourrir 9,5 milliards d'habitants en 2050. Alors c'est peut-être 10 en 2055, hein, mais bon, l'ordre d'idée est là. Et ils posent la question des agrosystèmes, du mode de commerce, des rapports des villes et des campagnes. Ils posent la question du rapport à la terre et bien sûr, ils posent la question de l'assiette et du régime alimentaire des Indiens, qui, vous savez, est bien plus important que la dernière mode alimentaire, vegan ou pas, dans le 7e arrondissement. Donc, en termes de masse et d'effet de levier. Donc, il pose la question de la part de la viande dans les régimes alimentaires des populations émergentes, etc. Et il pose donc les questions. Et les réponses qui rejoignent les intuitions que nous avions posées avec Jean Jaurès, c'est que, oui, si des régimes alimentaires mutent de façon équilibrée et équitable dans le monde, oui, si un commerce juste, au sens double, la justice de payer les producteurs de façon digne, ici, au bout de la rue, au bout de nos champs, comme au bout du monde. Le fait de produire tout ce qu'on peut produire dans un écosystème proche, dans un rayon régional ou sur des plaques continentales, plutôt que de faire ce que j'appelle cette mondialisation Shadok, qui est la circulation inutile des nourritures, des marchandises autour du monde. Si nous retrouvons une relocalisation partielle et pertinente, et pour ce qui doit être échangé, s'il se fait dans le respect de la dignité des travailleurs et de tous ceux qui fabriquent cette nourriture, si nous avons des rapports entre les villes et les campagnes, notamment en termes d'infrastructures, de stockage et de négoces qui sont établis dans les pays émergents, les pays les plus fragiles, les pays en voie de développement, si toutes ces règles d'accès au foncier, de partage du foncier et de rapport à l'énergie sont réglées, alors oui, nous pouvons bâtir dans la paix, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'imagination, beaucoup de régulation, mais nous pouvons nourrir, sans que ce soit la guerre et sans détruire notre planète, 9,5 milliards d'habitants en 2050. Et pour l'essentiel, les solutions ne seront pas les solutions du passé,
ni, ni le cahier des charges de l'agriculture biologique aujourd'hui, mais ils ressembleront terriblement aux intuitions de ceux qui, à contre-courant et de plus en plus aujourd'hui en diapason d'une société, promeuvent une agroécologie adaptée à chaque ambiance, à chaque système, à chaque région. Donc la diversité des écosystèmes, et nous rejoignons là l'immense intuition qui était celle d'Edgar Pisani lorsqu'il disait que pour nourrir le monde, nous aurions besoin de toutes les agricultures du monde, de chaque génie paysan, qui est un génie à la fois des traditions, des transmissions de savoir, mais également celui de la recherche agronomique et de la force de la science que vous incarnez aujourd'hui dans votre colloque. Voilà un petit peu ce qui me paraît le plus important à vous dire aujourd'hui, c'est que les questions que nous posions en 2012, les intuitions qui ont été posées à travers les accélérations du pouvoir législatif et de l'État, les inflexions qui ont été apportées à la PAC à l'échelle européenne, sont devenues aujourd'hui comme des évidences. En ouvrant les états généraux de l'alimentation, atelier 11, nous n'avons pas évoqué la nécessité ou non d'une transition agroécologique. Nous avons simplement nous avons simplement énoncer différents scénarios. Ils ne sont pas les mêmes. Celui de tel ou tel syndicat, celui de telle ou telle ONG ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'ils ne mettent pas les questions de la mise en œuvre des accords de Paris, celui des intérêts à court terme de telle région ou de telle filière au même niveau. Ils n'intègrent pas tous au même niveau ce concept d'une seule santé qui est développé désormais entre la santé végétale, celle du sol, celle de l'animal et de l'homme au même niveau. Ils n'intègrent pas tous le fait que la France, de façon claire, doit se positionner comme le futur leader de l'agroécologie dans notre pays. Mais tous ces scénarios de transition agroécologique sont aujourd'hui partagés et nous avons été capables de les rassembler et de les mettre ensemble. Alors, ils aboutissent à des conclusions que vous retrouverez facilement dans les documents qui ont été publiés. Moi, je vais simplement vous donner quelques pistes qui ont été ouvertes et je conclurai sur pourquoi la question du biocontrôle est cruciale aujourd'hui. Je voudrais vous dire que sur les 12 propositions, la première porte sur la question de l'homme, du partage de la terre et de l'installation. Je voudrais le dire avec force, et ça c'est l'intuition que je voudrais partager avec vous, si nous ne savons pas protéger et partager le foncier, nous ne pourrons pas renouveler les générations, et le renouvellement des générations, l'existence même d'une relève est la condition même d'une agroécologie. Bien sûr, ça suppose une PAC qui vienne soutenir cette politique-là et des réglementations sur lesquelles nous travaillons, vous le savez. Il nous faut réinvestir dans la connaissance du sol, cette terra incognita. Nous avons progressé sur celle de l'eau et de l'air. Sur les sols, nous pouvons estimer 3 décennies de retard par rapport à un leadership français et européen. Et nous devons réinvestir avec force sur cette connaissance du sol, intégrer le paysage et penser une PAC qui accompagne cette agriculture intégrée. Nous avons osé dire que la polyculture élevage devait être un modèle de référence, pas le modèle unique, mais qu'elle devait redevenir un modèle de référence, qu'il fallait reconnecter culture et élevage et préserver de façon effective les surfaces et la qualité des prairies permanentes, allonger les rotations, etc. Je suis très heureux d'avoir entendu dans le Massif central le président de la République reprendre une proposition qui court et que nous avions réaffirmée fortement dans notre atelier, celle de l'ambition d'une autonomie en protéines végétales pour notre pays, qui passe tant par la valorisation, bien sûr, des filières oléoprotéagineuses, mais peut-être et surtout d'une filière légumineuse de haute performance pour notre pays, tant vers l'alimentation humaine, mais je le dis encore une fois, surtout pour les protéines destinées à l'alimentation animale. Il en va de l'allongement des rotations et de la résilience de nos systèmes par rapport aux marchés mondiaux. Peut-être que le point cardinal de ce que nous avons affirmé dans cet atelier, c'est celui de l'enjeu de la reconquête des marchés en croissance. Il en va d'un nouveau plan bio, bien sûr, mais surtout peut-être d'une audace qui n'a pas fait l'unanimité dans sa formulation, mais que je voudrais vous livrer aujourd'hui dans la liberté qui est la mienne, qui n'est plus le simple rapporteur aux EGA, mais qui redevient un parlementaire qui se prépare à débattre sur la loi d'avenir agricole, sur la loi alimentation agriculture à venir. C'est celle de cette France et de ce dessin de la France dans lequel pourrait s'inscrire le combat de l'IBMA demain. Cette nouvelle France agricole, alors l'horizon, je regarde ceux avec qui j'ai débattu de tout cela, l'horizon, nous l'avons mis à 2030. Certains le mettront à 2035, 2040. Retenez la trajectoire LDZ. Il ne me paraît pas incongru aujourd'hui, et j'ai pu le vérifier avec quelques scientifiques, de penser une France, en fait, avec 3 forces à peu près équilibrées, 3 tiers.
un tiers qui s'orienterait à cet horizon vers une production en agriculture biologique répondant aux 5 interdits dans le cahier des charges tel qu'il est labellisé à l'échelle européenne. Un tiers qui serait au standard de l'agriculture conventionnelle, en permanence revisité, ce qu'on a appelé l'agriculture raisonnée, l'agriculture respectueuse de l'environnement. En gros, on éviterait toutes les démesures, tous les gaspillages, tous les excès. Et cette agriculture qui fournit des matières premières propres à toutes les associations agroalimentaires ou qui concourent au marché d'exportation, notamment ceux que nous connaissons de l'Europe du Nord vers les pays de la Méditerranée, celle-là répondrait à ce troisième tiers. Mais nous sommes persuadés, et je veux ici poser l'intuition, ce sera un de mes combats dans la loi à venir, que nous devons ouvrir une troisième voie. Cette troisième voie, ce troisième tiers de la France, elle pourrait s'appuyer sur le label de haute valeur environnementale, tel qu'il est à peine expérimenté sous forme de laboratoire aujourd'hui dans la vigne et dans quelques segments très rétrécis, mais ce concept même de haute valeur environnementale pourrait devenir à l'instar de la bio, et sous réserve qu'il soit peut-être réécrit, sous réserve qu'il ait une perspective européenne. Nous devons y travailler, devenir un autre moteur de l'agroécologie, parce que Camus le disait avec beaucoup de talent, mal nommer les choses, c'est augmenter le malheur du monde. Nous pourrions dire que mal nommer les choses, c'est en tout cas créer de la confusion. Stéphane Le Foll avait déployé le terme d'agroécologie de façon inclusive. Il intégrait le raisonné, le bio, l'intégrer. Enfin, il y avait une sorte de logique d'inclusion. Il nous semble aujourd'hui que cette révolution culturelle ayant été faite, il nous faut mettre un nom et une norme qui ne peut être qu'une norme publique sur cette troisième voie de l'agriculture. Cette troisième voie qui pourrait être avant tout une marque territoriale. J'imagine qu'elle pourrait être les conditions d'un accès à la restauration hors domicile et venir préciser ce concept très flou de bio et local qui aujourd'hui laisse beaucoup d'ambiguïté dans sa détermination. Haute valeur environnementale comme accès à la RHD. Peut-être différenciation des aides à quelque niveau que ce soit, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, et pourquoi pas à l'échelle territoriale. Est-ce que ce ne serait pas l'instrument pour une métropole, une agglomération, une communauté, un territoire, pour qualifier le mode d'agriculture qu'elle veut? Et je rappelle que le gros mérite de la HVE, c'est qu'elle ne repose pas sur une série de considérants et d'obligations normatives qui enferment le paysan dans l'application parfois cynique et toujours un peu désespérée de consignes venant de l'extérieur. Elle fait appel, un peu comme l'abbé, à sa liberté, puisque la logique de la HVE, c'est d'atteindre des résultats. L'agriculture bio, c'est des interdits, et celle de la HVE, c'est d'atteindre des résultats. Et moi, je fais vraiment confiance à l'empowerment territorial, à l'empowerment entrepreneurial, à celui des filières, pour une fois qu'une norme publique est fixée, le génie de l'entreprise soit capable de le mettre en œuvre. Je crois que cette norme doit être publique, cette troisième voie entre ce qu'on a appelé l'agriculture raisonnée par le passé et la B, qui permettrait la mutation, la reconnaissance de systèmes préexistants. Je pense à ceux de polyculture élevage, je pense à tous les modes d'élevage herbivores dans 90% des cas, mais également des systèmes en train de se créer aujourd'hui, d'être reconnus, d'être identifiés, d'être différenciés, autant pour les citoyens que pour les consommateurs qu'ils sont parallèlement. Je crois profondément à cette capacité à mener ce combat, à en faire un levier de changement qui reposerait sur la société elle-même. Il ne faut pas attendre aujourd'hui par réalisme des moyens considérables des pouvoirs publics. Le maintien du budget de la PAC sera le premier combat. Personne n'osera parler de son augmentation et son maintien va être un combat qui va être féroce et, je dois le dire aujourd'hui, qui est très mal parti. Donc il va falloir se battre pour cela, mais il va falloir aussi se battre pour des moyens pour trouver au sein même de l'économie et de la relation entre les consommateurs et les producteurs d'autres leviers de partage de la valeur et de création de valeur. Il me semble que la haute valeur environnementale comme troisième secteur, comme troisième voie, me paraît participer de cette dynamique permettant d'accompagner la mutation des élevages vers une montée en gamme des productions et bien sûr de préparer un nouveau plan fruits et légumes qui lui nécessitera par nature plus de temps que les autres productions pour assurer sa transition vers les objectifs que nous souhaitons tous. Voici pour l'essentiel des traits. Je ne serais incomplet si je n'évoquais pas Ecophyto 2+. Nous préconisons de revenir aux préconisations initiales du rapporteur au gouvernement. Mais là, j'étais un peu mal à l'aise pour l'affirmer dans ce travail de président du groupe. Mais je crois que ça fait assez consensus. Il faut reprendre ce qui paraissait trop audacieux. Il faut le reprendre aujourd'hui. Le président a ajouté la séparation du Conseil. Je n'ai pas de religion là-dessus, mais
c'est désormais acquis, c'est dans la loi, et je crois qu'il faut plutôt s'y adapter que s'y opposer. Donc il faut se battre pour un conseil stratégique indépendant, et il faut se battre pour un grand plan d'investissement dans l'innovation. On a entendu la profession parler d'un paquet des solutions, un agenda des solutions, je ne sais plus, il y a des formules qui circulent. En tout cas, je crois que ça fait assez consensus. L'ensemble des solutions qui vont de la sélection végétale, je le dis, dans ma famille politique, parfois, ou chez mes amis, ça heurte, mais je dis la sélection végétale, je l'affirme avec force ici, même si c'est un sujet tabou. Le machinisme, qui a été complètement oublié du plan Éco-Phyto 1, qui est un des leviers avec l'agriculture de précision et tous les capacités numériques et ouvertes par les nouvelles technologies aujourd'hui, qui est un levier extrêmement puissant, doit faire l'objet d'investissements majoritaires. Et puis, à côté des contrats de filière, nous proposons d'insister sur le fait que nous devons réapprendre à jouer collectif. La recherche participative, l'agriculture de groupe porte des promesses qui ne pourront pas être tenues par l'individualisme et la compétition stérile entre les entreprises et les territoires. Des territoires qui pourraient faire l'objet de contrats à l'instar des contrats de filière. Mais je vais peut-être arrêter d'énumérer les solutions qui sont dans l'agenda 11, juste dans l'atelier 11, juste pour vous dire qu'elles sont comme en écho aux travaux que nous avions faits sur Éco-Phyto 2, que nous avions fait pour montrer cette voie qui aujourd'hui a progressé terriblement, qui nous permet de dresser des perspectives qui, à mon sens, sont capitales. J'insiste beaucoup sur une redécouverte qui finalement a été plus une mutation pour les ONG environnementales qui ne l'avaient peut-être pas mesurée et qui semble aller de concert avec les attentes des syndicalistes dans leur diversité. C'est celui de la norme publique et celui de la labellisation des solutions en matière d'agrochimie. Nous avons réaffirmé, et peut-être que nous avons progressé dans la conscience des ONG, qui j'espère sont représentées ici dans la salle et avec qui je pourrais m'expliquer tout à l'heure, mais en tout cas ceux qui étaient autour de la table l'ont parfaitement admis. Nous ne pouvons pas, dans une démocratie moderne, dans un état de droit, nous en remettre au marché ou à l'opinion pour l'établissement des normes. Ce n'est pas l'opinion publique, ce n'est pas le marché qui va dire si tel produit est bon pour la santé ou mauvais pour la santé. Un état de droit, une démocratie moderne, c'est la capacité à confier à des instances idoines, scientifiques, une expertise, à créer l'autorité publique capable, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, de dire les conclusions issues de cette expertise scientifique et à la mettre en œuvre avec autorité. Il n'est pas possible, ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, c'est mortifère, d'être dans ces guerres permanentes autour de la vérité scientifique sur la dangerosité, la toxicité de tel ou tel produit. Alors si les procédures sont mauvaises, elles le sont certainement à l'échelle européenne. Il faut retrouver de l'autonomie financière pour trancher des expertises qui durent trop longtemps et qui finissent par pourrir le débat. Si en France, nous avons un ANSES qui est reconnu par tous pour son excellence, il reconnaît lui-même et l'autorité publique dans cette diversité que nous ne savons pas communiquer avec l'opinion publique. Donc il y a des voies de progrès pour réinstituer les lieux de décision. Mais il ne peut pas être remplacé ni par le marché ni par l'opinion publique. L'opinion publique peut être démagogique et le marché, ça serait donner les clés de notre avenir à ceux qui ont le pouvoir économique. Et vous savez que ce sont ni les producteurs ni une partie des transformateurs, mais pour l'essentiel les distributeurs, qui, suivant les caprices de l'opinion, pourront donner des injonctions ou des labels à des solutions qui elles-mêmes n'auront été ni contractualisées démocratiquement, ni étayées scientifiquement. Donc je plaide vraiment pour le retour d'une norme publique réinstituée qui permette de nous réconcilier, de nous mettre sur des voies de progrès. Une fois qu'on a fixé une norme et un cap, j'ai toute confiance dans le monde paysan dont je viens et dont vous savez l'attachement qui me lie à lui pour trouver les solutions et les chemins d'atteindre les objectifs attendus. Nous avions conclu nos travaux en disant que bien sûr tout ça n'était possible que dans une Europe et un monde qui institue un cadre loyal et juste. Inutile de vous faire le plaidoyer que vous connaissez tous pour une Europe harmonisée en termes de contraintes. Nos producteurs sont souvent en biocontrôle comme ailleurs sujets à des distorsions de concurrence qui sont devenues inacceptables. Il nous faut nous inscrire dans une nouvelle génération de traités internationaux. Et puis je crois profondément, comme vous tous, que la nouvelle frontière de notre Europe, 55 ans après le traité de l'Élysée et la réconciliation entre les frères ennemis de la France et de l'Allemagne, c'est la Méditerranée. Et nous avons avec l'Afrique un rendez-vous historique, un rendez-vous du futur pour votre génération. C'est celle du co-développement, sans lequel nous ne réglerons ni la question du changement climatique, ni celui des crises migratoires et celui de nos propres sécurités, mais également celle de notre dignité et de notre conscience. Voici un peu les perspectives que nous avons dressées. On est parti du partage du foncier, de la terre et de son partage et de sa protection. Nous avons terminé par une vision de la terre, parce que nous ne pouvons pas avoir un récit
aujourd'hui de l'agriculture ou de l'alimentation qui soit un récit gaulois. Nous ne pouvons pas penser notre enracinement, comme le disait Simone Veil de Barès, l'enracinement, ce n'est pas dans un pot de fleurs. L'enracinement, c'est dans une terre qui nous relie à l'universel. Et c'est, pour terminer, cher Antoine et vous tous, vous dire que tout au long de ce parcours du combattant qui a été le mien dans ces 5 dernières années, dans ces travaux qui m'ont été confiés, que nous avons partagés dans des collectifs multiples, le biocontrôle, à chaque fois, est apparu comme le symbole d'une véritable espérance. Et là, je ne veux pas être ni onirique ni angélique, mais vous représentez cette synthèse de la raison et de la contemplation. C'est souvent dans l'imitation de la nature que vous allez chercher vos solutions. Dans cette nature alliée, s'il y a bien un domaine où cette logique de l'alliance entre l'humanité exigeante pour ses propres besoins et le respect d'une nature pour les générations qui viennent s'incarne, c'est bien dans ces solutions du biocontrôle que vous mettez en œuvre. Elles font appel à la fois à la raison scientifique et à un respect profond de la nature qui relève de l'éthique. Elles sont à la fois, j'essaie de ne pas dire en même temps tous les 2 minutes, elles sont, mais c'est difficile. Euh, ouais. Oui, je vais simplement dire que concernant le biocontrôle, il est ce symbole de l'alliance entre la science et la nature, de ces solutions-là. Mais je voudrais le dire avec force. Et si je serais à vos côtés, comme tant d'autres, et je suis persuadé que les députés de la majorité, comme un seul homme, seront dans ce combat-là. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les obstacles seront ailleurs. Ils ne seront pas dans l'Assemblée, ils seront ailleurs. Mais si nous voulons vraiment mettre le paquet, il va falloir bien sûr aller chercher les crédits d'impôt recherche. On a longuement parlé, Président, avec les uns et les autres. On sait qu'il nous faut aujourd'hui bouger les lignes réglementaires, budgétaires, pour que la France devienne vraiment, pour le coup, la start-up du biocontrôle et s'impose dans son leadership européen comme celle qui est capable, autour de majors, comme aux côtés de TPE, d'inventer les solutions du futur. Mais si vous êtes allié à la fois de la science et de la nature, je voudrais redire avec force que vous avez intérêt à être des militants de l'agroécologie. Il y a une petite musique qui court, et je terminerai là-dessus, de façon peut-être plus précise et polémique et moins onirique. Une petite musique qui court que finalement, on pourrait faire de l'agroécologie sans rien changer, en continuant à accaparer les terres, en monopolisant les aides pour une certaine catégorie, en pensant le monde comme un monde subsidiaire ou périphérique. Je pense profondément que le biocontrôle et sa gamme de solutions, comme toutes celles que j'ai évoquées sur les autres technologies, celle du végétal et celle du machinisme, entre autres, n'ont de sens que si elles s'intègrent dans un changement de système qu'il nous faut aujourd'hui accepter. Il y a des partisans du biocontrôle, des solutions technologiques qui disent que c'est une manière de continuer comme avant. Je pense profondément que la nouvelle France agricole, ce sera des changements systémiques qui font appel à la justice, qui font appel à des changements de système, à des principes éthiques, qui sont des changements de système, et que ça sera à la fois des solutions technologiques telles que le biocontrôle. Et je vous invite, dans ce colloque, à considérer que vous n'êtes pas la manière de continuer comme avant, parce que les défis tant climatiques qu'alimentaires, que de civilisation rurale que nous portons ensemble nécessitent que nous faisions à la fois des révolutions de système dans la nouvelle politique agricole commune, dans la politique agricole dans son ensemble ici, et en même temps que nous allions chercher tous les ressorts de l'imagination et du génie humain pour mettre en valeur ce que la nature met à notre portée aujourd'hui. Je vous remercie.